bonsoir, bienvenue dans ce journal sur la TFM. À la une ce soir, Antoine Félix Diome accueilli à Thiaroye et Keur Massar par des sinistrés en colère. Le ministre de l'Intérieur a pu constater l'étendue des dégâts causés par les inondations. Quelques heures après le lancement du plan national d'organisation des secours, les habitants ont encore une fois listé les besoins urgents. Il faut le voir pour y croire, cuisiner, manger et essayer de dormir avec de l'eau qui arrive jusqu'aux genoux. Des familles nous racontent leur nuit cauchemardesque dans un reportage à Yeumbeul Sud. Un crève-cœur, voilà comment Mamadou Berté définit la démolition du bâtiment historique du marché Sandaga. L'écologiste et architecte accuse la mairie de Dakar Plateau d'avoir commis un délit. L'actualité, c'est également les sports. Le Sénégal est qualifié pour les quarts de finale du mondial de beach soccer en battant le Portugal, tenant du titre par 5-3. Le troisième match de poule se fera donc sans pression. Et puis pour les préparatifs de l'Afro-Basket au Rwanda, les Lions ont battu le Kenya en match amical 74-67. Nous serons avec nos envoyés spéciaux à Kigali. Merci de choisir la TFM pour vous informer. Encore des cas de noyade. Cette fois-ci, à Saint-Louis, le corps d'une victime a été retrouvé sur la plage de Salsal. Les sapeurs-pompiers sur les lieux tentent de retrouver un deuxième corps. Information de notre correspondant sur place, Ousseynou Diop. Le ministre de l'Intérieur, après son arrêté déclenchant le plan national d'organisation des secours, s'est rendu sur quelques sites inondés de la capitale, accompagné du ministre des collectivités territoriales et d'autres autorités. Antoine Félix Diome s'est d'abord rendu à Thiaroye, ensuite à Keur Massar. Nous sommes en direct avec Habib Faye. Habib, bonsoir. Habib Faye? Bonsoir Nata. Voilà. Alors, quel a été le discours du ministre de l'Intérieur face à la détresse de ces sinistrés? Rappelons aussi que l'unité 14 de Keur Massar a été la dernière étape de cette visite. Effectivement, à l'unité 14, même Sokhna Nata de Keur Massar, ici les jeunes ont tué le maire du département Moustapha Mbeng. Ils voulaient l'empêcher même d'accompagner le ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Diome, qui effectue une visite des sites inondés dans la banlieue. Et le ministre est en face de lui des jeunes déterminés dans cette localité. Et ce qu'il réclame, c'est une solution à long terme. Mais avant unité 14, Sokhna, le ministre et sa délégation sont passés au quartier Kamil Bass, toujours à Keur Massar. Les déluges empêchent les habitants de sortir de chez eux pour effectuer quelques achats, disent-ils. Ce quartier est confronté au refoulement des eaux nauséabondes, des canaux d'évacuation. Sur ce, des travaux sont entamés, n'empêchent les populations dorment presque plus et toutes leurs activités sont freinées par les inondations. Le ministre de l'Intérieur est aussi passé à Tivaouane Diacksao, à Thiaroye. C'est dans le département de Pikine. Là-bas, les habitants réclament, après évacuation rapide des eaux pluviales, une connexion des deux bassins de rétention pour accélérer l'évacuation. À noter, le ministre a parcouru aussi les deux départements de la banlieue pour s'enquérir de la situation des populations qui vivent des situations catastrophiques depuis les dernières pluies tombées à Dakar, Nata. Merci beaucoup Habib Faye qui était en direct de l'unité 14 de Keur Massar. Et un peu avant la visite de terrain, Antoine Félix Diome a présidé la réunion de lancement du plan Orsec à la salle de conférence du ministère de l'Intérieur. Vous vous demandez certainement comment font des sinistrés pour dormir avec de l'eau tout autour. Nous avons vérifié pour vous au quartier Afia de Yeumbeul Sud et les mots ne suffisent pas pour décrire la situation que vivent ces personnes. Un cauchemar raconté par Chérif Dia et Mardieng. Regardez. Quartier Afia, Yeumbeul Sud. Dans cette partie de la banlieue dakaroise, les populations vivent un véritable calvaire à cause des inondations. Elles ont perdu le sommeil car n'ayant plus où dormir, à cela s'ajoute une autre menace, la faim. Je pose le gaz sur le lit pour faire le café et c'est les enfants qui m'aident. Nous passons toute la nuit les yeux ouverts. À ce problème vient s'ajouter la faim. Nous sommes vraiment fatigués.
Ces familles n'ont plus où aller et sont donc obligées de mener la vie dans l'eau. Tous les moyens sont bons pour se tirer d'affaire. Nous sommes extrêmement fatigués. Vous voyez, il n'y a pas de courant à cause de l'eau. Même pour prier, je le fais sur le lit. C'est ici aussi qu'on cuisine, qu'on mange, qu'on fait tous nos besoins. À la tombée de la nuit, les enfants sont envoyés chez les voisins moins impactés par les inondations. Les parents, eux, pataugent, passant de longues nuits avec tous les risques. Les femmes cuisinent ici. Vous voyez, si on mange, on fait pareil. La nuit aussi, les enfants, on les envoie chez les oncles ou chez certains voisins. À quelques mètres de là se situe la maison des Aïdara. Nous retrouvons une mère de famille désemparée qui nous explique son quotidien difficile à cause des eaux de pluie. On a essayé de remblayer comme d'habitude, comme on peut à la fin de l'hivernage de l'année dernière. Mais voyez-vous, ça n'a vraiment servi à rien du tout. Nous dormons dans l'eau, nous nous réveillons dans l'eau sans moustiquaires. Les moustiques nous dévorent toute la nuit et nous voyons personne pour nous soutenir ou nous aider. Ces images insoutenables rythment le quotidien des populations du quartier Afia de Yeumbeul Sud, qui est loin de porter son nom en période d'hivernage. Des images à couper le sommeil et la faim. Un reportage signé Chérif Dia. En début d'après-midi, des sinistrés de Tivaouane, Diacksao, Pikine ont barré l'autoroute à péage au niveau de Thiaroye pendant quelques minutes pour exiger l'évacuation des eaux de pluie. Des éléments du groupement mobile d'intervention et de la gendarmerie ont dû intervenir à coups de grenades lacrymogènes pour disperser la foule et permettre aux automobilistes de rouler. Ce n'est donc pas une bonne pluviométrie qui a manqué cet hivernage et cela présage de bonnes récoltes, à en croire le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Moussa Baldé était en tournée dans le département de Koumpentoum. Il a visité quelques champs de maïs, de mil, d'arachide et de coton. Le voici au micro de Moussa Omar Gueye et Amadou Diédiou. On était dans le département de Koumpentoum à Fas-Gounas où nous avons visité les champs d'Imarabou Tchernabikpa. Et ce qu'on a remarqué, c'est que c'est un gros producteur qui a fait environ 40 hectares de l'arachide, du mil, du maïs. Et de ce qu'on a vu en tout cas, et de ce qu'on a vu aussi des champs que nous avons dépassés, nous pensons que les cultures dans la région de Tamba se portent très bien. On a vu que les pluies continuent avec intensité et nous pensons donc que l'hivernage 2021-2022 aura peut-être au moins le même niveau de production que celui de l'année dernière. Dans la commune de Bala, où nous avons visité une vallée risicole qui est encadrée par la Sodagri et la direction régionale du développement. Et la bonne nouvelle pour la commune de Bala, c'est que les tracteurs qui ont été réceptionnés par le président de la République au Grand Théâtre le mois dernier, évidemment, la commune de Bala a un bénéficiaire. Donc les populations de Bala ont bénéficié d'un tracteur. C'est le premier tracteur de la commune de Bala. Nous avons fini la tournée ici à Sar et Sidi, dans le champ de M. Traoré, un très beau champ de coton. Et le directeur général de la SODEPITES, que je félicite au passage, me disait que cette année, par exemple, la ville de coton sont à 19 000 hectares contre 17 000 l'année dernière. Donc on espère que si les rendements sont au rendez-vous, on aura au moins une progression de la production d'au moins 10%. Le service de la métrologie a saisi plus de 2000 compteurs d'eau frauduleux, des appareils destinés principalement au monde rural. Parallèlement, le service compte effectuer des tests sur des compteurs de la Sen'Eau. C'est suite à une alerte de SOS consommateurs concernant d'éventuelles fraudes. Habib Faye et Mardieng. Plus de 2000 faux compteurs de la Sen'Eau saisis par le service de la métrologie du Sénégal, ceci grâce à une opération coup de poing. En tout cas au niveau du secteur informel, parce qu'on a eu vent de la présence de compteurs non conformes qui seraient importés et qui ne seraient pas déclarés, qu'on n'a pas déclarés au niveau de la douane. C'est des compteurs donc, qui sont utilisés dans les villages
c'est souvent les fermiers qui travaillent avec l'OFOR qui utilisent ces genres de compteurs. Ce n'est pas SEN'EAU. Et nous avons saisi vous avez vu le stock, ça fait plus de 2000 compteurs qu'on a saisis. SOS Consommateurs déplore dans un communiqué des compteurs qui roulaient vides dans certaines localités, le service précise. On parle en tout cas d'arnaque ou en tout cas de problèmes qui existeraient et donc qui seraient liés au fait qu'on change ces compteurs et que ces compteurs donc risquent de faire augmenter la facture. Je dois préciser à ce niveau que l'importation, la commercialisation, la fabrication et la réparation des compteurs est soumise à un règlement, notamment le règlement communautaire de l'UMOA, le règlement 08, et aussi le décret 6415 réglementant le contrôle des instruments de mesure. Pour plus de précision, la météorologie du Sénégal prévoit de faire des prélèvements des compteurs de la SEN'EAU. Comme nous avons une information, nous avons, en concert avec notre hiérarchie, décidé de faire des prélèvements au sein du stock de compteurs de SEN'EAU pour pouvoir l'amener au banc d'essai et voir si les compteurs sont conformes ou non. Tous ces compteurs d'eau saisis vont être brûlés les jours à venir selon le chef du service de la division météorologie. Programme d'urgence pour l'emploi et la réinsertion économique des jeunes, Xëyu Ndaw ñi, dans le département de Kanel. Des jeunes accusent le ministre de l'Environnement, issu de la zone, d'avoir contourné la plateforme officielle pour servir une clientèle politique. Des dirigeants des conseils communaux se sont retrouvés au conseil départemental de Kanel. Ali Bandel Niang. Ils sont venus de toutes les 12 communes du département de Kanel pour manifester leur colère contre le ministre de l'Environnement. Les responsables du Conseil de la jeunesse et des ASC dénoncent le recrutement de 110 jeunes par le ministre Abdou Karim Sall, accusé d'avoir zappé des candidats inscrits sur la plateforme. Une injustice sur laquelle les jeunes de Kanel interpellent le président de la République. Thierno Hamidou Sow porte leur parole. Nous sommes ici à Kanel, chef-lieu du département. Et après l'ouverture de la plateforme, les jeunes se sont inscrits. Mais à notre grande surprise, sur les 300 qui sont attribués au département de Kanel, les 110 concernent des contrats pour seulement des militants d'Abdou Karim Sall. Le ministre de l'Environnement a fait du favoritisme. Il a casé ces 110 jeunes. Et nous déplorons cette attitude du ministre. Et ces 110 n'étaient même pas sur la plateforme. Ces jeunes n'étaient même pas inscrits. Nous demandons au chef de l'État pour lui dire qu'Abdou Karim Sall n'a pas respecté ses instructions. Il a favorisé ses militants. Nous réclamons, nous sommes tous du département. Nous avons les mêmes droits. Et imaginez-vous, ces 110, 35 pour Kanel, 45 pour Ourossidi, 10 pour Sindji Bamabé, 15 pour Nenori. Et vous, 3 pour Demankani. Et les jeunes dans tout cela. Et monsieur le président de la République, Macky Sall, Excellence, c'est vous que nous avions choisi. Mais sachez que Abdou Karim Sall est en train de faire du favoritisme. Et nous déplorons cette attitude. Et lui disons qu'ici, c'est le département de Kanel. Que le département de Kanel ne le connaissait pas quand les moments étaient difficiles pour l'APR. C'était nous qui étions là. Au moins qu'on respecte ceux qui étaient là. S'il a des choses à faire, il n'a qu'à le faire à Mbaou. En majorité des jeunes membres de l'Alliance pour la République, ces jeunes du mouvement associatif et de la COGER projette une série de manifestations dans chacune des 12 communes pour fustiger la démarche du ministre de l'Environnement. Nos tentatives pour recueillir la version mise en cause sont restées en tout cas pour le moment vaines. Nous avons eu sa réaction à travers un communiqué. La cellule de communication du ministre parle d'un groupuscule de personnes mal intentionnées qui a voulu jeter le discrédit sur le processus de recrutement. Elle rappelle que les listes des 49 000 inscrits sur la plateforme ont été transmises au préfet des 46 départements du pays. Le ministre insiste sur le caractère inclusif et transparent du processus de sélection des candidats retenus. Précisons que dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi, l'État a attribué au secteur de l'environnement un quota de 10 000 emplois. L'élevage à présent avec cette campagne d'appui à la gestion sanitaire du bétail lancée à Ross Béthio. Plus de 2000 bêtes ont été vaccinées. Il faut dire qu'une maladie baptisée Wallo et une autre inconnue s'attaquent aux bœufs. Tous les villages de Ross Béthio devraient bénéficier de cette campagne. Le reportage de Ousseynou Diop et Habib Seck. La
Campagne d'appui à la gestion sanitaire du bétail a été lancée dans la commune de Ross Béthio. Plus de 2000 têtes ont été vaccinées ici pour lutter contre certaines maladies. Cette journée a été organisée pour renforcer le bétail. Ici, nous avons des milliers de bœufs et la moitié est attaquée par la maladie qu'on appelle Walo et une autre maladie mystérieuse qui touche une bonne partie du bétail. C'est inquiétant, mais avec ces vaccins offerts par un des fils du terroir, on peut penser que le bétail va se remettre très rapidement. Pour les éleveurs, avec la détermination du gouvernement et des bonnes volontés, des milliers de bœufs seront sauvés. Le Walo attaque le bétail et nous allons vite résoudre ce problème. Nous sommes engagés à le faire dans cette campagne qui a vu la participation de tous les éleveurs de la commune. Tous les villages de la commune de Ross Béthio vont bénéficier de cette campagne. D'autres localités aussi seront ciblées dans l'arrondissement de Ndiaye pour accompagner les éleveurs du Walo. Donc, une campagne à laquelle on cherche à vacciner les troupeaux par rapport à des vaccins qui ne sont pas pris en charge par l'État, mais aussi à leur assurer un certain niveau de déparasitage. Une obligation dans la mesure où nous travaillons pour le compte de l'État et principalement aussi pour le compte du président Macky Sall. Donc on s'était dit que au-delà des activités réalisées par le président, donc nous allons aussi appuyer notre soutien, notre accompagnement sur tout ce qu'il fait, surtout au niveau de la commune de Ross Béthio. Chaque année, on enregistre plusieurs conflits entre éleveurs et agriculteurs dans cette commune pendant la saison des pluies. Les initiateurs de cette campagne ont profité de cette occasion pour appeler les deux parties à cohabiter dans la paix. Dans l'actualité également, grève de 48 heures renouvelable dès demain. Le collectif des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes en spécialisation du Sénégal joint l'acte à la parole. Ce sera donc une cessation de toutes les activités de consultation, astreinte, garde, urgence, etc. Le COMES se désole du retard noté dans le paiement des bourses de spécialité et dans l'amélioration du quotidien des spécialistes. Démolition du bâtiment central du marché Sandaga, la mairie de Dakar Plateau a commis un délit. D'après Mamadou Berté, le responsable du rassemblement des écologistes du Sénégal, Les Verts, estime que la municipalité devait avoir l'aval de la commission supérieure des monuments. Mamadou Berté était l'invité du grand jury sur la RFM. Vous parlez. Est-ce que je peux librement parler comme ça et que les gens le comprennent intelligemment? Vous voulez dire que la mairie de Dakar Plateau a commis un délit? Ben c'est exactement ça. C'est un délit. Même si c'était une propriété de la mairie de la commune du Plateau. C'est un délit. C'est un délit. Et c'est stipulé dans la loi de 71 qui statue en termes de protection des sites et monuments. Avant de toucher un tel édifice, il faut avoir une autorisation expresse, dûment justifié de la Commission supérieure des monuments. Mamadou Berté avec Georges Déthié Diop sur la RFM. Le rappeur Simon Kouka a lancé il y a quelques semaines le concept Solofi. Habillons-nous ici, en d'autres termes, consommons local. Il a donc entamé une tournée de sensibilisation pour promouvoir le savoir-faire sénégalais. À l'étape de Kolda, Simon nous apprend que le Sénégal a dépensé en 2020 plus de 40 milliards de francs CFA en babouche. Le reportage d'Abdoulaye Diallo. Précédente, les Sénégalais ont dépensé plus de 40 milliards pour acheter des chaussures venues d'ailleurs. C'est du moins la déclaration de Simon Kouka, artiste-rappeur initiateur du projet Solofi. Je vais vous donner des chiffres. Durant la Tabaski, on a lancé la campagne Daloufi Laïsol. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré le ministre Dr Ndiaye de l'artisanat qui nous a donné des chiffres assez alarmants. Les Sénégalais achètent chaque année en babouche 4 500 000 babouches chaque année d'un autre pays. Je n'ai pas besoin de citer le pays. Mais aujourd'hui, si vous calculez chaque babouche à 10 000 francs, que vous multipliez par 4 500 000, ça vous fait 40 milliards 500 millions qui vont chaque année dans l'économie d'un autre pays. Je vous donne encore un autre exemple. Durant le mois de Ramadan, vous voyez, il y a énormément de djallabés qui arrivent et qui viennent d'un autre pays. Je n'ai pas besoin de citer le pays, vous connaissez. Pour inciter les Sénégalais à consommer local, il a entamé une tournée nationale de sensibilisation. Entre autres objectifs visés à travers son projet est qu'à la prochaine rentrée scolaire, que les parents d'élèves achètent pour leurs enfants des sacoches d'écoliers made in Sénégal. Vous voulez des chaussures de qualité, vous pouvez l'avoir ici chez nos artisans. Vous voulez des chemises, des t-shirts, vous pouvez l'avoir ici. Vous voulez des blousons, des costumes, des cravates, vous pouvez l'avoir ici.
beaucoup de Sénégalais ne sont pas au courant que des Sénégalais font des costumes plus huppés, plus high level que ceux d'Italie ou ceux de France. Donc il est vraiment temps de montrer tout ça et de communiquer autour de tout ça. Donc le but, c'est de vraiment créer un mécanisme auprès des Sénégalais et leur dire, écoutez, pensons d'abord local, pensons d'abord à enrichir nos artisans sur le plan local, qu'à prendre cet argent et qu'à le jeter par la fenêtre. La pandémie qui a fini de paralyser tous les secteurs d'activité, les Sénégalais pourraient activer le levier du consommé local pour réduire le manque à gagner. Le président de la République, Macky Sall, a procédé à la nomination d'officiers supérieurs des armées à des emplois militaires. On peut entre autres retenir la nomination du colonel Souleymane Kandé comme commandant des forces spéciales. Il quitte ainsi la zone militaire numéro 5. Le colonel Kandé a beaucoup contribué au retour des populations en Casamance sur les terres tenues par les rebelles du MFDC, dont il a démantelé des cantonnements. Il est remplacé par le colonel Thierno Ndour, précédemment commandant de l'école d'application de l'infanterie. Nous ouvrons la page des sports avec la Coupe du monde de beach soccer en Russie. Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale. Les Lions ont battu le Portugal, tenant du titre, par 5-3. Ils vont donc jouer leur 3e match de poule sans pression face à Oman. Le résumé de Chertidiane Diao. Les Lions ont offert une prestation d'anthologie au complexe Loujniki face à l'ogre portugais champion du monde. Une victoire qui permet aux hommes de Galasilla de se qualifier pour les quarts de finale avant même la dernière journée des phases de poule. Porté par un exceptionnel Raoul Mendy, endeuillé par le décès de sa maman, les Lions ont su suer à fond pour venir à bout d'une accrocheuse équipe portugaise qui pourtant avait ouvert le score. Et les Sénégalais, qui n'ont jamais douté dans ce match, s'imposent au forceps grâce à 2 doublés de Magnon Diagne et Raoul Mendy et une réalisation de Nino Diatta. Prochain rendez-vous pour les Lions, ce sera ce mardi face à Oman pour conforter la première place du groupe et bien préparer les quarts de finale. Et on change de discipline pour parler de l'afro-basket masculin au Rwanda. Les Lions ont joué un match amical ce dimanche, remporté devant le Kényan, score 74-67. Un match joué dans des conditions particulières. Le parquet de l'école Green Hills Academy étant loin des normes, le staff a demandé aux Lions de ne pas prendre des risques. Ces Lions espèrent tout de même retrouver la Kigali Arena avant le démarrage officiel de la compétition. Nos envois spéciaux à Kigali, Mamfatou Ndoye et Massayer Ndiaye. Un match amical, le dernier, en attendant le démarrage officiel de la compétition. Les Lions ont battu le Kenya ce dimanche après-midi, 74-67, un écart étriqué de 7 points. Normal, le parquet n'était pas adapté. Le match s'est déroulé dans le complexe d'une école, le Green Hills Academy. Je pense que ce n'était pas des conditions pour jouer un match de ce niveau. Donc quand j'ai vu les terrains, j'ai même pensé ne pas jouer parce que quand même ça constitue un risque, pour nos joueurs. Comme je dis, je ne peux pas juger parce que je ne pouvais pas demander à mes joueurs de compétir. Parce que compétir serait peut-être une occasion de se blesser. Donc ce que je cherchais vraiment, c'est peut-être éviter les pertes de balles. Mais bon, je ne peux pas faire de jugement sur ce match-là parce que le terrain n'est pas en condition pour que nos joueurs puissent compétir. Ne s'étant pas entraînés depuis leur arrivée, soit vendredi dernier, les joueurs avaient besoin de suer. Ils étaient motivés. Et c'est ce qui a expliqué que ce match soit maintenu. En fait, c'était juste une opportunité d'avoir un rythme parce que ça fait déjà 2-3 jours qu'on n'a pas joué. Donc il était juste question de courir surtout, de relâcher les muscles. Et puis, bon, c'était un bon match. C'était juste se préparer pour les matchs à venir. Durant la seconde période, le staff a demandé aux joueurs de ne pas prendre de risques. Normal à 3 jours du premier match contre l'Ouganda. En fait, nous avons eu peur par rapport à l'état du terrain. Donc on sait que jouer sur ce genre de terrain entraîne le plus souvent des douleurs, notamment des tendinites en post-match. In fine, lors de la seconde période, nous leur avons demandé de négocier le match et puis de ne pas perdre, le plus important, mais également de faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible. Les Lions espèrent pouvoir fouler la Kigali Arena pour poursuivre leurs entraînements, comme le stipule le règlement FIBA, s'assurant ainsi de meilleure qualité de travail. C'est la demande exprimée par le staff, soutenu par la Fédération sénégalaise de basketball.
Le président de cette fédération, Maître Babacar Ndiaye, lui, loue les bonnes conditions de préparation. Une cuisinière sénégalaise a été engagée pour préparer des menus qui conviennent aux joueurs. Par exemple, un courrier a été envoyé pour permettre à l'équipe de s'entraîner à la Kigali Arena avant le démarrage de la compétition. Et enfin, les primes de participation ont été réglées. Maître Babacar Ndiaye au micro de Mame Fatou Ndoye. Aujourd'hui, on a joué le dernier match de la préparation et à partir de maintenant, nous entrons pleinement dans la phase de participation. J'avais fait un bilan, une réunion d'évaluation avec l'entraîneur national à Dakar, à la fin, avant le départ. L'entraîneur était satisfait des conditions d'hébergement, de transport et également d'entraînement. Donc nous sommes venus également 4 jours avant la compétition pour pouvoir récupérer. Maintenant tout est fait prêt, les primes sont disponibles, ils seront payés aujourd'hui même. Quand même, on n'a pas la même culture culinaire. J'avais moi-même constaté ça parce que c'est la 3e fois que je viens à Kigali en un an. Donc nous avons trouvé une solution avec l'ambassade voilà, pour quand même trouver une Sénégalaise qui puisse cuisiner pour les joueurs. Donc chaque jour, Inch'Allah, nous commanderons un repas sénégalais pour leur permettre voilà, de bien manger. Là, je viens de raccrocher avec le président de la fédération rwandaise de basket parce que le règlement nous autorise à nous entraîner sur le terrain 48 heures avant le démarrage de la compétition. C'est écrit noir sur blanc sur le cahier de charge. Je lui ai rappelé. Donc il a promis de me revenir d'ici peut-être ce soir. Inch'Allah, je pense que demain on aura l'opportunité de nous entraîner là-bas. Et on retrouve le football sur gazon cette fois-ci. L'Union sportive de Matam prépare sa montée en National 2. Le club sera dès demain à Diourbel pour y disputer 2 matchs. L'USM qui arrive à ce niveau pour la première fois pourra bénéficier du soutien de toute la région. Les acteurs du sport ont profité de cette occasion pour mettre sur la table quelques doléances. Ali Bandelnian. Après être sacré champion de la Ligue régionale de football, l'USM prépare la montée en National 2. Le club fagnon de la ville de Matam se déplace lundi à Diourbel pour jouer les 2 matchs de barrage. Bon, ça va, hein, ça va. On a de l'espoir, quoi, puisque à chaque fois, on a joué presque à toutes les compétitions. Mais c'est la première fois que toute une région, soit derrière une équipe. On est suffisamment préparé, quoi. Ouais. Aussi, on a récolté des moyens partout. Hein. Ouais. Les bons volontés ont aussi, on se met leurs mains quoi, dans la poche. Dans la mesure où l'équipe s'est entraînée comme il l'avait fait depuis qu'on est devenu champion, et on a essayé de faire avec les moyens du bord pour au moins qu'on puisse s'adapter à la situation, vu que nous avions une équipe qui est là. Et on a essayé de se renforcer pour mieux préparer le tournoi. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à notre 6e jour de regroupement avec l'ensemble de l'effectif. Et on se prépare à mieux pour au moins que l'attente et l'objectif qui nous est assigné, qu'on puisse les atteindre. À regroupement depuis plusieurs jours, les joueurs de l'USM bénéficient d'un soutien sans précédent des braves valides de la région de Matam. L'état d'esprit est très très bon. Aujourd'hui, nous sentons une forte mobilisation de la région autour de l'USM, équipe qui va représenter donc la région. Oui, en tout cas, je confirme que les dirigeants de Matam, les responsables, sont en train d'accompagner l'équipe. Partout où on nous appelle pour vraiment nous demander nos préoccupations, ils mettent leurs moyens pour appuyer le club. Donc aujourd'hui, vous voyez les infrastructures, ça pose problème. Les stades régionaux commencent à être délabrés. Et nous attendons vraiment le soutien de tout Matamois pour qu'enfin Matam puisse hisser son nom au niveau de l'élite du football. L'USM de Matam qui lance donc un appel à ce que l'ensemble des braves valides de la région, que chacun apporte sa pierre à la construction de l'édifice, comme l'a déjà fait tout ce beau monde qui a donc mis la main à la poche pour soutenir cette équipe. Merci beaucoup Ali Bandelniang et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Dès demain, retrouvez Chérif Diop pour le 20h. On se dit à vendredi si vous le voulez bien. D'ici là, portez-vous bien. Excellente semaine. Bonne soirée. Au revoir.